Merci à vous de me faire l'honneur de votre présence. Donc, on va aborder, nous, dans cette présentation, un aspect particulier, c'est vrai, qui revient en fait souvent dans les dernières phases pour les bâtiments, c'est la question de la sécurité, surtout de la sécurité incendie. Pourquoi je dis dans les dernières phases? Parce que ce n'est pas toujours les premières questions qu'on se pose quand on construit un bâtiment. Et surtout, aujourd'hui, on va parler d'un type de bâtiment on va dire, qui est incontournable aujourd'hui, bien qu'il soit encore un peu difficile d'appliquer ces principes dans toutes les constructions, c'est le bâtiment durable. Donc, on va commencer par parler du bâtiment durable et par répondre aussi à cette question. Bien sûr, sur la fiche, ce n'était pas une question, mais moi, c'est plutôt le sens que je lui donne, c'est protéger les bâtiments durables avec une nouvelle approche de sécurité. C'est vraiment un questionnement global, mais vous allez comprendre durant la présentation là où je veux en venir en fait sur cette question. Alors, c'est plutôt ici. Ouais, c'est là. Non. Alors, 2 secondes. Voilà. Donc, tout d'abord, les étudiants qui m'ont eu en fait en classe, ils sont un peu, ils ont eu l'expérience en fait de cette question en classe. C'est le bâtiment durable. Sommes-nous d'accord? Donc, est-ce qu'on est d'accord sur ce que c'est qu'un bâtiment durable? Est-ce qu'on est d'accord sur cette question de durabilité? Est-ce qu'on est d'accord sur cette question de terme sur un bâtiment durable? Et donc, c'est pour ça que moi, plutôt, je veux vous interpeller aussi là-dessus. C'est sur la définition. Ce que j'ai fait à mes étudiants aussi cette année, c'est de se dire, bah, avant de parler de bâtiment durable, il faut que nous soyons d'accord sur la définition que nous donnons au caractère durable. Certains peuvent parler de bâtiment durable par le simple fait qu'un bâtiment dure dans le temps. Donc, cette question de temps, cette notion de temps qui fait que lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage dure à travers le temps, on dit de cette œuvre qu'elle est durable. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau en fait qui vient intégrer cette définition. C'est durable dans le sens environnementalement parlant, dans le sens où qui prend en compte l'avenir de la planète, les dégradations des ressources, toutes ces choses qui sont prises en compte dans la nouvelle notion aussi de durable. Donc, lorsque vous faites un débat avec quelqu'un et que vous parlez de bâtiment durable, vous pouvez parler de la première définition, lui peut parler de la deuxième définition, vous ne serez jamais d'accord, mais vous parlerez tous de bâtiment durable. Et puis, il y a cette question aussi de bioclimatique qui va de pair avec la deuxième définition de durabilité, et même la première, on peut dire, c'est une construction donc qui agit et qui est en communication, on va dire, avec son environnement extérieur direct et qui est, entre guillemets, en symbiose avec le climat. Donc, pour une question que je veux vous poser, moi, ce soir, c'est ces villes sont-elles durables? Si je vous parle de la ville de Rome, par exemple, est-ce que pour vous, en fait, cette ville est durable et pourquoi elle est durable? Et est-ce qu'elle n'est pas durable et pourquoi elle n'est pas durable? Est-ce que vous avez une réponse à cette question quand vous voyez cette ville? Est-ce que c'est le terme durable qui vous vient à l'idée, à l'esprit, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que quelqu'un a peut-être des réponses à donner là-dessus? Pardon? Oui, dans quel sens, par exemple? Voilà, donc son âge, c'est-à-dire elle a duré dans le temps. Les peuples qui ont occupé cette ville ont changé. Donc, on a eu une évolution dans l'utilisation de la ville, mais la ville est toujours là. Et elle a su faire face à l'adaptation, au changement de peuple, au changement de culture, au changement en fait même d'usage. Et finalement, ce qui fait d'elle une ville durable. Mais aujourd'hui, si on prend sur la question maintenant environnementale, bah forcément, vous avez des bâtiments qui sont peu adaptés en fait aux nouveaux usages, par exemple aux nouveaux usages thermiques. Pour le chauffage, par exemple, bah, c'est les principaux bâtiments, en fait, anciens bâtiments sont des passoires thermiques et sont très durs à rénover thermiquement. D'un point de vue touristique, bah forcément, c'est pas la meilleure des choses qu'on veut voir d'un point de vue touristique parce qu'on a du tourisme de masse. Donc la production de déchets qui est quand même phénoménale dans ce genre de cité. Donc là, vraiment, on a l'aspect durable. Le premier aspect durable qui, oui, est prépondérant, c'est avec une ville qui a duré dans le temps et qui durera encore certainement dans le temps. Et d'un autre côté, cette notion du durable environnemental qui n'est peut-être pas atteinte. C'est une image aussi là que je voulais vous montrer, c'est un plateau central à Madagascar, d'un village. Et pareil, la même question, est-ce qu'on peut dire que ce village est durable? Est-ce qu'on peut dire en fait que ces constructions sont durables? C'est la même question que je vous pose, mais là
d'un autre point de vue, si vous avez peut-être des réponses à m'apporter là-dessus. Est-ce qu'on peut caractériser ces villages au plateau de durable? Oui, oui. Bah, c'est très bien. Donc, elle a apporté des éléments de réponse sur le côté durable d'un point de vue matériaux. Donc, on utilise des matériaux sur place. Donc là, vous voyez, il y a de la terre, il y a des bâtiments en terre, en briques de terre et aussi des toits en bois, en paille. Donc, on prend des matériaux qu'on a sur place. Donc là, en termes de cycle de vie, donc le cycle de vie du matériau, c'est toutes les quantités de ressources, d'énergie que j'utilise, que ce soit les ressources naturelles ou les ressources en énergie que j'utilise pour créer le matériau depuis le berceau jusqu'à la tombe. Donc là, on voit bien que si on fait une analyse de cycle de vie sur ces matériaux, c'est des matériaux recyclables, c'est des matériaux réutilisables. Donc on peut dire oui, ce village est durable, mais la problématique, c'est quoi? C'est qu'au moindre petit cyclone, par exemple, enfin petit, les cyclones sont jamais petits, mais au moindre cyclone, on aura des dégâts considérables en fait sur ce genre de village. On peut reconstruire très vite, mais ça peut être détruit très rapidement également. Et ça, en fait, là, ça entraîne une vulnérabilité des personnes sur le site. Et cette vulnérabilité met en cause la question du durable, la première définition de durable qu'on a vue, c'est-à-dire quelque chose qui dure dans le temps et qui permet à une population d'évoluer sereinement. Et là, on arrive sur les bâtiments. Donc là, on est parti d'ensemble, de grands ensembles ou d'ensembles moyens sur des bâtiments. Donc, bâtiments durables et bioclimatiques. Un exemple qu'on a souvent, c'est le Burj Khalifa. Donc, est-ce qu'on peut parler de bâtiments durables et bioclimatiques? Je pense que là, en fait, on est peut-être même à l'antithèse de ce que doit être un bâtiment durable et bioclimatique. On est dans un environnement en fait très hostile, un bâtiment où on a beaucoup de problématiques de chaleur, où on fait un bâtiment en métal avec du vitrage 360. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que aujourd'hui, même si le terme durable est ancré en fait dans notre manière de voir les choses, on constate que finalement, lorsqu'on fait de gros projets, c'est pas ça qui l'emporte. C'est plutôt en fait d'autres perspectives, de montrer en fait qu'on a c'est toujours, ça vient toujours aussi d'un fait de montrer qu'on a les moyens de faire quelque chose, qu'on peut utiliser les derniers matériaux et on n'a pas forcément l'aspect durable qui est respecté. Peut-être l'aspect durable sur le premier point, pas environnemental, mais sur le premier point, durable, c'est très sécuritaire, c'est très solide, c'est en place. Mais est-ce que d'un autre côté, en fait, on ne prend pas du tout le côté durable et bioclimatique d'un point de vue environnemental? Là, je vous ai pris un autre cas, pour moi qui est à l'antithèse en fait. Hein. C'est vraiment à l'antithèse de ce qu'on a vu là sur le Burj Khalifa. Je pense que tout le monde connaît Glenn Murcutt, peut-être pas. Ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, je vous encourage à aller le voir. Il a fait ce qu'on appelle les maisons aborigènes. C'est un modèle de maison en fait, pour le coup bioclimatique, pour le coup en fait avec des matériaux durables et une maison qui prend en compte la nature d'utilisation des aborigènes, de leur habitat. Vous voyez la maison qui est surélevée aussi pour faire face en fait aux animaux aussi sauvages qui peut y avoir en Australie, pour faire face à d'éventuelles pluies torrentielles, enfin pour faire face vraiment à des aléas et se protéger aussi. Donc on a un aspect sécurité, confort en fait qui vient et qui entre dans la réflexion de cet habitat, un aspect ventilation naturelle bien sûr avec les ouvrants et on est vraiment à l'antithèse de ce qui se passe de l'autre côté. Et là, c'est pour la preuve qu'on peut créer à la fois un bâtiment durable bioclimatiquement parlant, environnementalement parlant, et durable aussi d'un point de vue qui dure dans le temps. Donc quelque chose d'atteignable avec un bâtiment bioclimatique. Donc la construction durable, pour faire un résumé, donc on a la notion de temps qui varie selon le projet. Vous n'allez pas avoir la même notion de temps si vous construisez par exemple un préau temporaire et si vous devez construire une ville qui doit durer 3000 ans. Forcément, il doit y avoir cette réflexion aussi derrière quand vous construisez un bâtiment. Est-ce que je construis un bâtiment pour 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 1 an, 5 ans, 50 ans, comme on se le dit pour la construction en France, ou 200 ans, 300 ans, ou voire 1000 ans comme une ville comme Rome, voire plus. Il y a aussi le paramètre du cycle de vie. Donc, le cycle de vie doit être pris en compte, comme on l'a vu. Et le paramètre environnemental
à une unité de temps et une unité de lieu, forcément, parce que de temps, pourquoi? Parce que comme je répète avant, donc c'est combien de temps on doit durer, combien de temps doit durer notre structure, unité de lieu, pourquoi? Parce que là où on s'implante, le climat sera différent, l'usage sera différent, les cultures seront différentes. Donc forcément, on doit avoir et intégrer ces réflexions-là quand on fait un habitat bioclimatique et durable. Durable, bien sûr, sur tous les termes. Alors, comment est apparue la considération énergétique dans les bâtiments? Est-ce que vous avez une idée de ça? C'est-à-dire qu'on en parle maintenant tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut économiser de l'énergie, il faut baisser nos consommations, il faut faire en sorte que les bâtiments consomment moins. Mais d'où ça vient tout ça? Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez parce que c'est intégré et sans plus, ou vous de votre expérience? Oui, le réchauffement climatique, oui, très bien. Et donc le réchauffement climatique est la conséquence de... Oui, pardon? Du manque de ressources, oui, très bien. Donc le manque de ressources, ça c'est très bien parce qu'on en parle très peu quand on parle de réchauffement climatique. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, on parle uniquement des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique et un dérèglement climatique. Et c'est vrai qu'on oublie en fait une part importante, c'est la part de l'épuisement des ressources. Et c'est pour ça que dans l'analyse de cycle de vie, vous avez une partie intégrante de l'épuisement des ressources dans le calcul de l'impact environnemental, ce qui est très important. Donc la considération énergétique dans les bâtiments, tout simplement, comme on le dit, hein, c'est que à un moment donné, ça a commencé pas par l'environnement, hein, bien que c'est aujourd'hui on en parle à cause de l'environnement, mais ça a commencé par les chocs pétroliers. Et les chocs pétroliers, en fait, ont fait que le prix en fait de l'énergie est devenu très important. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit non, mais il n'y aura plus de pétrole, les ressources sont finies. Donc, ça veut dire que comme on n'aura plus de pétrole, il y a eu des spéculations sur le pétrole, ce qu'il y a encore en ce moment aussi. Dès qu'il y a une guerre, vous voyez, hein, les prix du baril augmentent et on a des spéculations. Et comme on est très dépendant en fait aux énergies fossiles pour créer notre énergie, pour chauffer nos bâtiments, pour créer l'électricité, bah, finalement, bah, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut économiser de l'énergie pour mieux gérer nos ressources. Donc c'est parti de là. Donc, et après, bien sûr, donc on a constaté une chose, c'est que l'utilisation d'énergie primaire, l'utilisation d'énergie fossile comme énergie primaire, entraînait autre chose, c'est le dérèglement climatique. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on connaît qu'il y a le dérèglement climatique, on connaît les conséquences désastreuses sur les territoires vulnérables, comme les territoires insulaires par exemple, mais est-ce qu'il y a un changement d'habitude? Donc c'est pas ça qui fait que ça change. Je veux bien vous alerter là-dessus parce que c'est pas ça qui fait que ça change. Ce qui fait que ça change aujourd'hui, c'est que c'est une question économique primordiale pour les pays qui font face en fait aux problématiques énergétiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on a des lois qui nous imposent par exemple des économies d'énergie dans le bâtiment, que bien sûr il y a l'aspect environnemental, je le nie pas, il ne faut pas le nier, mais il y a un aspect économique qui parfois est supérieur aux prérogatives environnementales. Ceux qui vont changer les choses, c'est vous tous qui êtes là. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on arrive avec d'autres objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est de se dire non, il faut à un moment donné mettre peut-être l'environnement, les habitants au centre des considérations et que l'impact climatique, nous, on est sur une île, les rapports du GIEC le disent, les îles, les territoires insulaires, en tout cas, seront les premiers touchés par le réchauffement climatique, par les tempêtes tropicales qui vont être très fortes. Et donc, c'est ça, en fait, qui nous doit nous alerter ici à La Réunion. Donc là, je vous parle de dérèglement climatique. Donc d'abord économique, ensuite dérèglement climatique et les conséquences de l'utilisation massive des énergies fossiles. Donc augmentation des températures, fonte des glaciers. Je fais la différence entre fonte des glaciers et fonte des glaces parce que souvent on pense que c'est la fonte des glaces, par exemple, on voit la banquise fond, donc on pense que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est les glaciers qui sont sur la Terre qui fondent et qui font en fait augmenter le niveau de la mer, parce que si vous prenez la banquise qui est déjà dans la mer et qui fond, en fait, ça augmente pas le niveau de la mer, en fait. Voilà. Mais c'est plutôt les glaciers qui sont présents dans les montagnes, sur la Terre et qui commencent à fondre et qui commencent en fait à aller dans la mer.
Il y a aussi donc la modification des courants marins, donc dû à ça aussi, hein, au fait que il y a des glaciers qui fondent, les températures des océans qui changent, on change les courants marins et on connaît. Enfin, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut connaître, c'est que les courants marins ont un impact très important sur la température des continents, sur la température du sol au sein des continents. À titre d'exemple, on a le Gulf Stream, par exemple, qui passe en France. Montréal et Bordeaux sont à la même latitude. Montréal et Bordeaux sont à la même latitude. Et ce n'est pas les mêmes climats. Et pourquoi ce n'est pas les mêmes climats? Bah, à cause de ces courants marins. Il faut vraiment s'imaginer. Moi, j'étais à Montréal, je sais comment ça se passe là-bas en hiver. Et je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'à Bordeaux. Et pourtant, on est à la même latitude. C'est-à-dire qu'on est à la même hauteur, entre guillemets. Et tout ça nous montre l'importance. Donc, si le climat change, si les courants marins changent, ça peut avoir de graves conséquences sur un territoire. Et ensuite, ce dont on parle peut-être très peu, voire de base de la construction. Quels sont les objectifs de base de la construction? Se protéger, oui. Donc, confort, voilà, c'est très bien. Donc, il y a deux principales notions. Et vous allez voir, parce que quand vous allez être dans tous les projets, on revient souvent à ces notions de base. C'est-à-dire que si vous remontez, si on creuse, dans tous les projets que vous allez voir, on va revenir à ces questions de base. Confort et sécurité. Et souvent, ces questions, et c'est ça qu'on va aborder aussi ici, c'est que ces questions, on les met dos à dos. C'est-à-dire qu'on regarde là-bas pour la sécurité, on regarde là-bas pour le confort, on ne se parle jamais, et après on se retrouve à la fin du projet, on dit, bon, moi j'ai un projet confortable, moi j'ai un projet sécuritaire, mais on voit que ce n'est pas la même pièce du puzzle. Et ensuite, on essaie de faire un micmac pour essayer de dire, bon, c'est bon, on a les deux qui sont mélangés, et c'est bon, c'est fini. Mais sauf que ça fonctionne rarement, et on va voir pourquoi ça fonctionne rarement et pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc le confort et la sécurité, dans un habitat, tout est une question d'équilibre. Si je veux une sécurité 100% garantie, etc., je me crée un bunker et c'est fini. Je suis en sécurité, rien ne peut m'arriver, etc. Et là, je mise vraiment, c'est comme si j'ai un cran de sécurité ici, cran sécurité confort, et je mise soit sur la sécurité à fond, soit sur le confort à fond. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quelque chose dans son ensemble. Donc là, je mise sur la sécurité, soit je mets j'habite dans un bunker, soit je me dis sur une question de sécurité, de confort, où là, on est très faible peut-être sur la sécurité avec une petite case en paille ouverte, etc. Et peut-être que ça me satisfait pour le confort. Donc, c'est une question d'à la fois de moyens, d'objectifs. Donc, le moyen, parce que est-ce que j'ai les moyens de faire quelque chose qui me permet d'être en confort, d'être en sécurité? D'objectifs, est-ce que c'est mon objectif d'être en confort? Si je crée une petite cabane pour faire mon petit carré au feu de bois, c'est pas montrer un objectif d'être en confort, quoi. Mais c'est, voilà, minimum de confort. Et pour atteindre l'objectif de faire mon carré au feu de bois, peut-être que c'est suffisant. Et une question d'équilibre, parce que je vais ni construire un bunker, ni construire son inverse. Sauf, bien sûr, si on fait une guerre nucléaire. Il faudrait y penser. Alors, pour le confort,
une fois qu'on se met dans le confort, ben, ça ne devient pas si simple parce qu'il y a plein de dynamiques dans le confort. Et cette dynamique dans le confort humain, et quand on parle de confort, on parle de quoi comme confort? Donc le confort, il y a le confort thermique, il y a le confort visuel. Le confort thermique, si on décompose, ben, ça dépend de quoi? Ça dépend du métabolisme de la personne. Est-ce qu'on a un métabolisme lent, un métabolisme rapide? Ça dépend de la vitesse d'air sur l'occupant. Est-ce que j'ai une bonne vitesse d'air ou pas? Ça dépend de la température radiante. Là, on le sent, cette température radiante. Est-ce qu'on dit, on dit en créole l'ardeur? Ben là, vous sentez la l'ardeur. Là, c'est ça, c'est la température radiante là, que vous avez sur vous. Là, on le sent dans cette pièce-là, par exemple. Vous avez la température de l'air, bien sûr, et l'humidité, les taux d'humidité qui fait qu'on n'est pas trop en confort thermique. Donc là, vous voyez bien que pour caractériser une composante du confort, qui est le confort thermique, combien de paramètres entrent en jeu. Et là, je vous ai même pas cité les paramètres. Là, je vous ai cité tout ce qui est physiologique, physique, mais il y a aussi des paramètres non physiques liés en fait à la culture de la personne. Le confort thermique est lié à ma culture. Moi, par exemple, je suis habitué, moi j'habite dans les bas, par exemple, à Saint-Leu, mais je suis habitué avec des températures de 30 degrés. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis habitué de dormir quand il fait 28 degrés. Ça ne me dérange pas du tout. Mais il y en a, ça les dérange. Ils sont plutôt habitués à habiter dans les hauts. Ben, ça les dérange. Ils ne supportent pas du tout la chaleur comme moi, je peux la supporter. Moi, je peux rester dans le bureau, il fait 28 degrés, je peux rester. Mais d'autres ne peuvent pas peut-être le faire. Il y a cette faculté d'adaptation. On est des êtres humains, on s'adapte. Ceux qui habitent, par exemple, dans des hémisphères où l'humidité est moins importante, comme dans l'hémisphère nord, dans des climats, ou dans l'hémisphère sud aussi, on trouve ça aussi. Mais je parle de gens qui habitent, par exemple, en France continentale. En France continentale, il n'y a pas de fort taux d'humidité. Donc, forcément, quand on arrive à La Réunion, l'humidité nous agresse tout de suite. Donc, c'est ça aussi. Donc, ça, j'en ai pas parlé, mais ça rentre aussi dans le confort thermique. Le confort visuel, donc avec l'éclairement, ça, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a aussi le confort acoustique, les bruits de choc, les bruits permanents, par exemple, quand vous êtes dans un appartement ou même dans une maison. Le confort olfactif, donc on commence à en parler de plus en plus. Et tout ça, donc vous voyez bien que le confort n'est pas si simple à appréhender. Parce que quand on parle de confort, c'est pas si simple que ça. Et souvent, ces questions-là ne sont pas mesurées de la bonne façon dans les projets. Et donc, cette question-là vient a posteriori et pas a priori. Pour les questions de sécurité, donc souvent, en fait, dans les bâtiments, ce que je vous ai parlé de confort, souvent le confort, en fait, est, est moins mis en priorité que la sécurité. Ce qui a fait qu'on a des bâtiments à La Réunion où c'est des blocs de béton avec des petites fenêtres. On a mis les gens habités dedans. Oui, ça tient, c'est bien, ça résiste, mais en termes de confort, c'est pas fameux. Donc, dans la sécurité aussi, vous avez plusieurs volets. Vous avez la sécurité structurelle, la sécurité incendie, dont on va faire un focus là-dessus juste après. Vous avez la sécurité climatique, donc vis-à-vis du climat. Si vous résistez par exemple à des vents violents, à des cyclones, à des inondations. Donc tout ça, ça fait partie aussi des notions de sécurité. Et nous, la question qu'on se pose, et là on vient vraiment au cœur de notre présentation, c'est comment en fait s'inscrivent les réglementations et les normes dans les nouvelles préoccupations. Les nouvelles préoccupations. Aujourd'hui, on pense de plus en plus au confort, on pense aussi de plus en plus à la sécurité. Euh, on pense, on pense plus ou moins à marier ces deux questions, bien qu'on ne sait pas encore comment le faire. Et je vais vous donner des pistes de réflexion sur pourquoi en fait on n'arrive pas à le faire. Alors, pour comprendre comment s'inscrivent les réglementations, il faut comprendre les différents types de réglementations qu'on a aussi en France et qui existent à travers le monde. Alors, est-ce que vous connaissez, vous, les réglementations et est-ce que vous connaissez les différentes mises en œuvre d'une réglementation, différentes définitions d'une réglementation, comment on la place, comment on la met en œuvre? Quels sont les objectifs? Donc, nous, on va essayer de répondre. Donc, il y a deux méthodes principales pour les réglementations. Il y a la méthode dite par prescription. Qu'est-ce qu'une méthode par prescription sur une réglementation? Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un d'entre vous le sait? Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Donc on va prescrire, voilà. C'est ça. Donc on limite, on donne la réponse directement en fait à la personne qui va construire. On lui dit bon ben tu veux construire ici, construis sur pilotis à 20 cm du sol. Ça c'est une prescription. D'accord?
Une prescription, c'est comme vous allez chez le médecin, on vous donne un médicament. Voilà, c'est ça le médicament pour répondre à cette maladie. C'est comme ça. Vous voyez, c'est ça une prescription. C'est vraiment, imagine la prescription du médecin. Et la réglementation par prescription, malheureusement, ne contextualise que rarement contextualise rarement en fait l'objectif de construire et l'acte de construire. C'est-à-dire que si vous avez une réglementation par prescription, par exemple, on va voir pour la sécurité incendie tout à l'heure, mais vous allez comprendre quand on va en parler, la sécurité incendie. La méthode par prescription va vous donner des règles à suivre. Et contrairement à la réglementation performantielle ou par objectif, ben, on ne vous donne pas des objectifs à atteindre et on ne vous donne pas la liberté de créer pour répondre à cet objectif, pour répondre à cette performance, mais on vous impose directement une règle. Et la méthode performantielle ou la méthode par objectif, on va dire, vous permet, avec la réglementation, de se dire, bon, je suis dans un endroit, il fait chaud, j'ai besoin que 80% des personnes soient en confort, par exemple, dans cette construction. Mais qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? J'ai besoin que mon bâtiment tienne à des cyclones. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Donc moi, je ne sais pas. Vous savez parce que vous êtes les sachants. Ben, proposez-moi quelque chose. Voilà ce que c'est qu'une méthode performantielle et une méthode par objectif. Est-ce que vous comprenez bien la différence? Ça va? Oui. Oui. Ex- Exactement. Voilà, exactement. Donc nous, en fait, en France, en général, on a été habitué par la prescription. Ils ont changé parce que forcément, la thermique des bâtiments, c'est un système dynamique qui fonctionne avec son climat, donc on ne peut pas rester statique sur une réglementation. C'est pour ça qu'on arrive par des réglementations par objectif. Ici à La Réunion, bah, on a encore une marge de manœuvre parce que c'est vrai que l'ARTADOM a ouvert un petit peu en fait à la performance en disant que vous pouvez utiliser des outils de calcul thermique dynamique pour atteindre des objectifs donnés par l'ARTADOM, du coup pour atteindre les prescriptions finalement données par l'ARTADOM, mais on ne va pas forcément dans le bon sens. C'est un début, mais ça ne va pas dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'il est important que vous connaissiez ces deux méthodes dans l'évaluation, en tout cas quand vous donnez une règle. Vous pouvez dire à quelqu'un, bon, bah, il faut que vous mettez tant de centimètres d'isolant, par exemple, dans une construction. Ou vous pouvez dire, bah, il faut que dans ma construction, je ne dépasse pas 27 degrés. Voilà, c'est deux approches différentes. Un exemple de la sécurité incendie. Les défauts qu'on peut avoir en fait dans une réglementation par prescription, bah, c'est l'image de ce poteau en fait avec plusieurs affiches. Pour moi, quand on me parle de réglementation incendie, c'est ça que je vois moi. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est ça que je vois. Donc moi, j'ai étudié pendant longtemps la réglementation incendie. J'ai participé aussi à des rencontres avec le ministère pour pouvoir adapter la réglementation incendie à La Réunion. Et pourquoi on parle d'adaptation? Parce que tout simplement, euh, donc lorsque j'ai fait ma thèse, moi, je suis parti fouiller un petit peu. Je me suis dit, bon, bah, d'où ça vient la réglementation incendie? Comment ça s'est construit, etc. Et au final, en fait, les premières règles d'incendie, c'est des ordonnances de décrets qui, en 1667, sont apparus après des grands incendies à Paris. Et on s'est dit, bon, bah, le bois, ça brûle, donc on va mettre du plâtre pour protéger le bois. C'est la première ordonnance. Et là, ça apparaît, là, la sécurité incendie, ça apparaît, les réglementations apparaissent. Et dès qu'il y a des sinistres, ben, on crée une règle. Donc, il y a un sinistre où, par exemple, le désenfumage, on va dire la fumée d'incendie, ça a contaminé l'étage supérieur, ben, on a créé le C plus D. Je ne sais pas si vous connaissez quoi le C plus D, mais en tout cas, c'est un débord qu'on laisse quand on a une source d'incendie, donc en dessous, par exemple, quand on a un parking ou des habitations qui se superposent pour que la fumée puisse se décrocher de la paroi et pas contaminer l'appartement de dessus, par exemple. Donc ça, c'est la règle du C plus D. Et donc, en final, quand vous creusez, bah, il y a des documents qui n'ont pas trop de sens et on ne sait même plus c'était quoi le socle initial. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est qu'on ne comprend plus, en fait, c'était quoi le support initial de cette réglementation. Bah, le support initial, ben,
Si on fouille bien, on va trouver un décret en 1666 qui a dit mettez du plâtre vos poutres en bois parce que ça va vous aider à ce que le feu prenne moins vite. Et c'est là qu'on comprend que euh, quand on construit ce genre de réglementation, on va arriver forcément à un moment à des non-sens dans la construction. Donc l'exemple du désenfumage, il y a des réglementations donc qui vous parlent du désenfumage, qui vous dit que bon, vous faites des ouvertures hautes, des ouvertures basses, que ça va s'évacuer, que la fumée va s'évacuer donc automatiquement, etc. Mais quand vous êtes dans un système qui commence à être un système ouvert, où là par exemple on commence à ouvrir partout, s'il y a le feu ici, moi je ne sais pas vous dire par où sortira la fumée, parce qu'on est dans un système dynamique. Il y a du vent, il y a une certaine dynamique intérieure donc par rapport à l'air. On n'est pas dans un bâtiment fermé et on se voit bien que la réglementation incendie comme elle a été faite dans des bâtiments fermés à l'initiale, en France, à Paris. Euh, et quand on la ramène ici à La Réunion et qu'on l'applique, forcément, on aura des conflits d'usage qui vont intervenir, des conflits d'usage avec le confort thermique. Moi, si vous me dites, par exemple, aujourd'hui, ce bâtiment est thermiquement pas tenable, comme on le voit ici, moi, je vais vous donner des prescriptions. On va faire des ouvertures hautes pour aérer un petit peu, on va faire des jalousies tout à l'heure, etc. Et quand vous faites du désenfumage dans ce bâtiment, ça ne marchera plus du tout. Mais pourtant, on l'appliquera comme on l'applique en France. Donc, il faut adapter, il faut des outils adaptés pour estimer les risques de manière convenable. Donc, l'importance, c'est dans la compréhension des phénomènes. Alors, moi, ce que j'ai fait durant ma thèse, c'est que j'ai reproduit des petits incendies, c'est dans des petites boîtes comme ça. Et on mettait de l'hélium et de l'air, en fait, pour reproduire des dynamiques de température de plus de 3000 degrés. Et donc, pour reproduire, en fait, des phénomènes qu'on pourrait avoir lors d'un incendie sans créer d'incendie. Donc là, on est à température ambiante. Et en fait, on étudiait les phénomènes. Donc, on étudiait le phénomène. Si on a une ouverture haute, par exemple, et une ouverture basse, comme pour l'incendie, si je mets un vent qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans mon local? Et en fait, finalement, on voit que ça marche plus du tout à certaines conditions de vent. Et tout ça, finalement, ce petit type d'expérience nous montre que si on met un système d'un point de vue dynamique, forcément, en fait, il va plus du tout agir que si on le considère statique. Et comme on est dans des bâtiments, et là on revient, bioclimatiques, des bâtiments qui doivent s'adapter à l'environnement extérieur est dynamique, donc forcément, je dois avoir l'intégration de ce dynamisme dans ma réflexion de la réglementation et dans la réflexion de l'application de cette réglementation. Donc, il y a une nécessité importante de comprendre le climat, de comprendre l'environnement, donc comprendre le rayonnement solaire, la température, l'humidité, etc., etc. L'environnement proche aussi, c'est-à-dire que comment l'impact de mon bâtiment va avoir un impact sur le bâtiment voisin. Vous avez tous peut-être en image ce bâtiment qu'ils ont construit à Londres d'une certaine forme qui faisait fondre les voitures, en fait, les sièges de voiture sur les trottoirs. On pouvait cuire un œuf sur le trottoir. Forcément, vous avez ce type de bâtiment en face de vous, ça doit être invivable sur les bâtiments d'à côté. Donc, pareil pour la sécurité, c'est-à-dire que si j'ai un bâtiment qui brûle au sein d'un quartier, c'est pas comme si j'ai un bâtiment qui brûle au sein d'un terrain vague. De même, si j'ai un bâtiment qui brûle au sein d'un quartier où tout le monde est confiné chez soi parce que tout le monde a l'habitude d'avoir les fenêtres fermées, c'est pas la même chose que si je brûle un bâtiment dans un quartier où tout le monde vit ouvert, où tout le monde vit avec les fenêtres ouvertes le soir pour dormir de manière confortable. C'est pas du tout la même chose. Et donc, on en vient à où? C'est que tout ce dont je vous parle, la réglementation aujourd'hui ne tient pas en compte tout ça. C'est que la réglementation incendie ne prend pas, par exemple, le bâtiment dans un ensemble. Oui, par rapport à la séparation des tierces, etc., mais pas pour le désenfumage forcément, et pas pour l'effet que ça peut avoir de contamination dans une ville. Et donc, on finit sur les deux diapos là qui vont arriver. Et la question que je veux vous poser, que vraiment je veux que vous réfléchissiez tous là-dessus, c'est peut-on avoir une évaluation statique du risque dans un système dynamique? Voilà, c'est vraiment là-dessus en fait que je veux vous questionner. Alors, on va essayer de décrypter un peu la question. Donc, une évaluation statique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on imagine que notre système ne bouge plus. Notre système reste ce qu'il est. Une fois que le coup de crayon est parti, le système reste ce qu'il est et ne bouge plus. Or, lorsqu'on parle de confort thermique, ce qu'on se dit ici à La Réunion et en milieu tropical, c'est que chacun est acteur de son confort. C'est-à-dire que moi, je n'utiliserai pas un bureau comme vous l'utiliserez peut-être.
Vous utiliserez peut-être des bureaux en ouvrant la fenêtre qui est là-bas et en fermant la fenêtre qui est ici. Moi, peut-être que je vais ouvrir la fenêtre qui est là et ouvrir la porte qui est au fond. Chacun utilise le bâtiment, donc à une utilisation particulière. Et finalement, le système bâtiment ne reste pas statique. Même si c'est quelque chose de statique, maintenant, aujourd'hui, avec on va dire la nouvelle vision de l'utilisation d'un bâtiment, l'utilisateur n'est plus passif. Et comme il n'est plus passif, bah forcément, mon système devient dynamique. Et donc, si par le confort, par le biais du confort, mon système devient dynamique, pourquoi, par le biais de la sécurité, je continue à l'évaluer de manière statique? Ça, c'est la réflexion. Donc, nous, on essaye de se battre un petit peu pour intégrer ces notions dans la réglementation et essayer de taper un petit peu aux portes pour que ça se modifie. Et voilà, donc comme je parlais de bâtiments et de systèmes dynamiques, donc variation de l'occupation, donc ça aussi, ça fait partie du dynamisme d'un bâtiment. La variation de l'usage, de plus en plus, vous avez des bâtiments que vous allez construire, par exemple, pour des habitations, et finalement, le maître d'ouvrage vous dit, bon, bah non, bah finalement, on va en faire des bureaux, parce que déjà, ça m'a permis d'économiser des parkings, et maintenant, en fait, on fait des bureaux parce que, voilà, je pourrais louer plus cher. Donc, donc on change d'usage, et finalement, bah, on gagne du dynamisme par rapport à ça. Et variation vis-à-vis de la réponse à l'environnement. La réponse à l'environnement d'un bâtiment va changer en fonction des bâtiments qui vont pousser autour, va changer en fonction de s'il y a une route qui va passer demain à côté ou pas, et va changer par rapport aussi à une chose, c'est l'évolution du climat, fait évoluer la réponse du bâtiment vis-à-vis de ce climat. Et puis, bien sûr, le niveau de sécurité et de confort dans un bâtiment climatique varie dans le temps et dans l'espace. Donc, ça, je pense que maintenant, vous l'avez bien compris. Et sécurité et confort, finalement, font partie du même système. C'est-à-dire que on traite souvent, et je pense que vous, acteurs de la construction, vous le savez, souvent, en fait, soit on va traiter, une équipe va s'occuper du confort et une équipe va s'occuper de la sécurité. Et c'est comme ça a toujours été comme ça et on est à là aujourd'hui. Sauf que nous, ce qu'on essaye d'inculquer en fait à tous, c'est que quand on va décider de quelque chose pour le confort ou quand on décide de quelque chose pour la sécurité, on se met tous autour de la table parce que forcément, le confort va avoir un impact sur la sécurité et la sécurité va avoir un impact sur le confort parce qu'on est dans le même système, tout simplement. Je ne vais pas aller loin, on est juste dans le même système. C'est tout. Et pour terminer, forcément, ce qu'il faut, c'est des outils qui traitent des deux et de comprendre l'interaction entre les deux. Donc, je vous invite à ceux qui veulent aller plus loin sur ce sujet, d'aller voir. Donc, si vous voulez voir ma thèse, vous pouvez aller le voir où j'explique très bien en fait pour des questions de désenfumage, de sécurité, incendie, comment ça se passe. Et on a écrit un guide aussi sur l'approche sécuritaire dans les bâtiments ventilés naturellement, d'un point de vue de la sécurité incendie. Ce guide est disponible sur mon LinkedIn et on l'a fait avec le CSTB à l'époque. Et donc, il est toujours disponible. Donc, vous pouvez aller le voir et, euh, et aller voir les informations qui vous intéressent. Donc voilà, merci de votre attention.